Bonjour. Le vent souffle peut-être sur votre fenêtre en ce moment, ou peut-être faites-vous face à un soleil écrasant. Peu importe. Ce qui compte, c'est que cette histoire vous a trouvé. Quelle est la température dans votre ville en ce moment? Et surtout, dans quelle ville ce conte sombre arrive-t-il aujourd'hui? Parce que les histoires comme celle-ci ne voyagent pas par hasard. Elles choisissent leurs auditeurs. Et maintenant, elle vous a choisi. Ce que vous allez entendre n'est pas une légende. Ce n'est pas un mythe rural, brodé au coin du feu. C'est un dossier. Un dossier qui dort depuis plus d'un siècle dans les archives poussiéreuses de la gendarmerie d'Avignon, classé sous la mention « Affaire non résolue, Saint-Rémy de Provence, 1904-1912 ». Entre ces dates, 3 hommes sont morts, 3 veuves sont apparues, et un pharmacien a disparu. Installez-vous. Éteignez les lumières, si vous le pouvez, et surtout, écoutez bien. Saint-Rémy de Provence, août 1904. Il existe des villages où le temps semble s'être arrêté. Saint-Rémy de Provence était l'un d'eux, niché au pied des Alpilles, entouré d'oliveraies argentées et de champs de lavande qui embaumaient l'air jusqu'à l'écœurement. Ce bourg de quelques milliers d'âmes vivait au rythme des saisons, des marchés du mercredi et des messes du dimanche. Les maisons étaient basses, aux volets bleus délavés par le Mistral. Les rues étroites serpentaient entre des façades de pierre ocre, et chaque soir, à 19 heures précises, les cloches de l'église Saint-Martin sonnaient l'Angélus, rappelant aux vivants que le jour s'achevait et que la nuit appartenait à Dieu. Mais en août 1904, quelque chose troubla cette tranquillité millénaire. Le premier homme mourut un mardi matin. Son nom était Armand Blanc, 42 ans, propriétaire d'un moulin à huile en bordure du village. Un homme respecté, travailleur, connu pour sa droiture et son caractère peu bavard. Il était marié depuis 7 ans à une femme nommée Marguerite, une brune au trait fin, toujours vêtue de robe sombre, qui parlait peu et souriait encore moins. Ce matin-là, Marguerite descendit en courant chercher le médecin du village, le docteur Valmont, un homme âgé aux mains tremblantes et à la moustache jaunie par le tabac. « Mon mari, il ne se réveille pas, il est froid. » Valmont grimpa l'escalier en bois craquant, pénétra dans la chambre conjugale. Les volets étaient fermés. Une odeur de cire et de linge propre flottait dans l'air. Armand Blanc reposait sur le dos, les bras le long du corps, les yeux clos. Son visage était paisible, trop paisible. Le médecin posa 2 doigts sur le cou de l'homme. Rien. Il souleva une paupière. La pupille était figée, dilatée. Il écouta le cœur. Silence. « Depuis quand dort-il ainsi ?» demanda-t-il à voix basse. Marguerite, debout près de la porte, les mains jointes sur son tablier noir, répondit d'une voix calme, presque monocorde. « Hier soir, il s'est couché après le dîner. Il a dit qu'il était fatigué. Ce matin, il ne s'est pas réveillé. » Valmont fronça les sourcils. Il examina le corps plus attentivement. Aucune trace de violence, aucune blessure visible. La peau était pâle, mais sans marbrures inhabituelles. Les lèvres légèrement bleutées, peut-être, mais rien d'alarmant. « Votre mari était-il malade ?»« Non, docteur. »« Des douleurs? Des malaises ?»« Non. » « Buvait-il ?»« Jamais. » Valmont se redressa lentement, les articulations craquant sous l'effort. Il regarda la veuve, qui ne pleurait pas. Ses yeux étaient secs, ses mains immobiles. « Je vais rédiger le certificat de décès, » dit-il enfin. « Arrêt cardiaque, probablement. Cela arrive, même chez les hommes jeunes. Le cœur, c'est un muscle fragile. » Marguerite hocha la tête sans un mot. Les funérailles eurent lieu 3 jours plus tard, un vendredi après-midi. Toute la paroisse était présente. On porta le cercueil depuis l'église jusqu'au cimetière communal, situé à la sortie du village, près du vieux lavoir. Le curé, l'abbé Roussel, un homme au visage rond et aux joues rouges, prononça les prières d'usage. La terre tomba sur le bois verni. Les gens se signèrent. Et puis chacun rentra chez soi. Marguerite Blanc resta seule devant la tombe, vêtue d'une longue robe noire et d'un voile de crêpe qui cachait son visage. Elle ne bougea pas pendant près d'1 heure. Puis, elle se retourna et s'en alla, sans un regard en arrière. Ce soir-là,
Au café du village, le Mistral, tenu par un certain Gaston Ferrier, un homme à la voix forte et aux opinions tranchées, les hommes burent en silence. L'un d'eux, un fossoyeur nommé Claude Marin, posa son verre de pastis sur le zinc et murmura à mi-voix « Ce cercueil, il était léger, trop léger. » Gaston haussa les épaules. « Tu dis n'importe quoi, Claude. Le mort était sec comme un sarment. Normal qu'il pèse rien. » Mais Claude secoua la tête, les yeux dans le vague. « Non, j'ai porté des centaines de cercueils. Celui-là, c'était comme s'il était vide. » Personne ne répondit. On changea de sujet. On parla de la récolte, du Mistral, du prix de l'huile. Mais quelque chose, ce soir-là, avait changé dans l'air. Quelque chose d'imperceptible, quelque chose de froid. Saint-Rémy de Provence, novembre 1906. 2 ans et 3 mois passèrent. L'automne 1906 fut particulièrement humide. Les chemins de terre se transformèrent en boue. Les oliviers ployaient sous le poids de l'eau. Et un matin de novembre, sous une pluie battante, le village apprit qu'un deuxième homme venait de mourir. Il s'appelait Jules Fabre, 39 ans, charron de métier. Il réparait les charrettes et les roues des agriculteurs. C'était un homme jovial, large d'épaules, avec une barbe rousse et un rire bruyant. Il vivait dans une petite maison près de la place du marché. Avec sa femme, Louise, une femme élancée aux cheveux noirs tirés en chignon strict, qui tenait un commerce de tissus et de dentelles. Ce matin-là, Louise Fabre frappa à la porte du docteur Valmont. Elle portait un châle mouillé sur les épaules. Ses yeux étaient calmes, presque vides. « Mon mari ne respire plus, docteur. » Valmont, qui avait vieilli encore ces dernières années, se rendit chez les Fabre en traînant les pieds. Il monta l'escalier étroit, poussa la porte de la chambre. Jules Fabre était couché sur le dos, les bras le long du corps, exactement comme Armand Blanc 2 ans plus tôt. Le médecin posa sa sacoche usée sur une chaise. Il s'approcha du corps. Il écouta le cœur. Rien. Il vérifia les pupilles. Fixe. Il palpa le cou, les poignets. Aucun pouls. « Depuis quand est-il ainsi ?» demanda-t-il sans se retourner. « Il s'est couché hier soir après le dîner. Il m'a dit qu'il avait sommeil. Ce matin, il ne s'est pas réveillé. » Valmont se figea. Ces mots. Ces mêmes mots. Il se retourna lentement vers Louise Fabre, qui se tenait droite près de la porte, les mains croisées sur son ventre. « Votre mari était-il malade ?»« Non. Des douleurs ? Des faiblesses ? Non. Buvait-il ? Non, docteur. » Un frisson parcourut l'échine du vieux médecin. Il regarda à nouveau le corps. Aucune marque, aucune trace, juste un homme endormi. Pour toujours. Il rédigea le certificat. Arrêt cardiaque. Mort naturelle. Les funérailles eurent lieu 4 jours plus tard. Encore une fois, le village entier se rassembla. Le curé prononça les mêmes prières. La terre recouvrit le cercueil. Et encore une fois, Claude Marin, le fossoyeur, murmura à son compagnon de travail « Ce cercueil, il était trop léger. » Cette fois, l'autre fossoyeur, un jeune homme nommé Pierre Duval, fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Claude secoua la tête. « Rien, oublie ça. » Mais Pierre n'oublia pas, et ce soir-là, au Mistral, il en parla à Gaston Ferrier, le patron du café. Gaston, cette fois, ne haussa pas les épaules. Il posa lentement son torchon et regarda Pierre droit dans les yeux. « Tu dis que c'est le deuxième cercueil léger ?» C'est ce que Claude dit. Gaston se frotta le menton. Il jeta un coup d'œil vers les tables où quelques hommes jouaient aux cartes. Puis il se pencha vers Pierre et murmura « Et les 2 veuves, tu les as vues, après ?»« Oui, elles portent le deuil, elles sortent peu. »« Elles se connaissent ?» Pierre réfléchit. « Je crois pas. » Marguerite Blanc vit à l'écart, près du moulin. Louise Fabre est au centre du village. Elles ne se parlent jamais. Gaston hocha lentement la tête. Peut-être, ou peut-être que personne ne les a jamais vues ensemble, parce qu'elles font exprès. Pierre fronça les sourcils. Tu penses à quoi, Gaston ? Le cafetier essuya un verre, les yeux dans le vague. À rien du tout. Mais cette nuit-là, Gaston Ferrier eut du mal à dormir. Saint-Rémy de Provence, mars 1908. 1 an et demi passa encore. Le printemps 1908 éclata avec une violence inouïe.
Les amandiers fleurirent en une nuit. Le Mistral souffla pendant 10 jours sans interruption. Et un matin de mars, alors que les cigales commençaient à chanter, un troisième homme mourut. Il s'appelait Édouard Leclerc, 44 ans, aubergiste. Il tenait une petite auberge en bordure de la route d'Arles, où s'arrêtaient les voyageurs et les marchands ambulants. C'était un homme calme, discret, avec un regard doux et une moustache grisonnante. Il était marié depuis 5 ans à une femme nommée Hélène, une blonde aux yeux clairs, qui aidait à la cuisine et servait les clients avec un sourire poli mais distant. Ce matin-là, Hélène Leclerc vint frapper à la porte du docteur Valmont. Elle portait un châle beige. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Sa voix était posée, presque neutre. « Mon mari ne respire plus, docteur. » Valmont, cette fois, sentit quelque chose se briser en lui. Il prit sa sacoche. Il suivit Hélène en silence. Il monta l'escalier de l'auberge. Il poussa la porte de la chambre conjugale. Et là, il vit Édouard Leclerc, couché sur le dos, les bras le long du corps, les yeux clos, le visage paisible, exactement comme les 2 autres. Le médecin s'approcha. Il posa 2 doigts sur le cou de l'homme. Rien. Il souleva une paupière. Pupille fixe. Il écouta le cœur. Silence. Puis, sans se retourner, il demanda d'une voix blanche. « Depuis quand est-il ainsi ? Il s'est couché hier soir après le dîner. Il m'a dit qu'il avait sommeil. Ce matin, il ne s'est pas réveillé. » Valmont ferma les yeux. Ces mots. Encore ces mots. Mot pour mot, comme une prière apprise par cœur. Il se retourna lentement. Hélène Leclerc se tenait près de la porte, les mains croisées, le visage serein. « Votre mari était-il malade, madame ?»« Non, docteur. »« Des douleurs? Des malaises? »« Non. »« Buvait-il? » ?»« Jamais. » Valmont sentit ses mains trembler. Il serra les poings. Il regarda encore une fois le corps. Aucune trace, aucune blessure. Rien. Il rédigea le certificat. Arrêt cardiaque. Mort naturelle. Mais cette fois, en descendant l'escalier, il glissa le document dans sa sacoche et murmura à mi-voix pour lui-même « 3 hommes, 3 veuves, 3 morts identiques. » Il s'arrêta au milieu de la rue, sous le soleil écrasant de mars. Les cigales chantaient, le Mistral soufflait, et pour la première fois depuis 30 ans de carrière, le docteur Valmont eut peur. 3 hommes sont morts, 3 veuves sont apparues. Et personne ne pose encore les bonnes questions. Mais quelqu'un, bientôt, va remarquer quelque chose de simple, quelque chose de terrible. À suivre dans le chapitre 2, le pharmacien Dubois et la poudre blanche. Pharmacie Dubois, Saint-Rémy-de-Provence, septembre 1910. Il existe des hommes qui voient ce que les autres ne voient pas parce qu'ils sont plus intelligents, pas parce qu'ils sont dotés d'un don particulier, non. Simplement parce qu'ils prêtent attention, parce qu'ils observent, parce qu'ils notent. Henri Dubois était l'un de ces hommes. Âgé de 36 ans, pharmacien diplômé de l'école de pharmacie de Montpellier, il avait repris l'officine familiale à la mort de son père en 1902. Sa pharmacie se trouvait sur la place principale du village, juste en face de la fontaine aux 4 Dauphins, à 2 pas de l'église Saint-Martin. C'était un bâtiment étroit, aux murs blancs, avec une enseigne en fer forgé représentant un mortier et un pilon. À l'intérieur, l'odeur était toujours la même, un mélange d'alcool camphré, de plantes séchées et de poudre médicinale. Les étagères en bois sombre croulaient sous les bocaux en verre, les fioles étiquetées à la main, les pots de céramique. Derrière le comptoir en chêne massif, Henri Dubois régnait sur son univers ordonné avec une précision presque maniaque. C'était un homme mince, aux cheveux bruns soigneusement peignés en arrière, aux lunettes rondes cerclées de métal. Il portait toujours une blouse blanche impeccable et parlait d'une voix douce, posée, presque intime. Il avait une femme, Élise, une brune aux joues roses et au rire clair, qui tenait la maison et s'occupait de leur fils unique, Théo, un garçon de 6 ans aux yeux vifs. Henri Dubois n'était pas un homme à rumeurs. Il ne fréquentait pas le café. Il ne jouait pas aux cartes, il ne parlait pas politique, il faisait son travail consciencieusement jour après jour, mais il tenait un registre où il notait à l'encre noire chaque vente, chaque prescription, chaque commande passée par ses clients. C'était une obligation légale, bien sûr.
Mais pour Henri, c'était plus que ça. C'était une mémoire, une archive, une trace. Et c'est en feuilletant ce registre, un après-midi pluvieux de septembre 1910, qu'il remarqua quelque chose, la visite de Madame Giroux. Ce jour-là, vers 15 heures, la clochette de la porte tinta. Henri leva les yeux de son comptoir. Une femme entra, vêtue d'une longue robe noire, un châle sur les épaules. Elle portait un chapeau à voilette qui masquait partiellement son visage. Henri reconnut immédiatement Marguerite Blanc, devenue Madame Giroux depuis son remariage discret, 2 ans plus tôt, avec un veuf du village voisin. Elle vivait désormais à l'écart, dans une ferme isolée près des Baux-de-Provence. « Bonjour, madame », dit Henri en s'inclinant légèrement. « Que puis-je pour vous ?» Marguerite s'approcha du comptoir. Sa voix était basse, presque un murmure. « J'aurais besoin d'un somnifère, monsieur Dubois. Mon mari dort mal depuis quelques semaines. Il se réveille en sursaut. Il transpire. Je crois qu'il est fatigué. » Henri hocha la tête. Il ouvrit un tiroir, en sortit un flacon en verre brun. « Je peux vous proposer du Somniol, madame. C'est un sédatif allemand, très efficace. Quelques gouttes dans un verre d'eau tiède avant le coucher. Pas plus de 10 gouttes. Attention, c'est très concentré. » Marguerite prit le flacon, le glissa dans son sac. « Merci, monsieur Dubois. » Elle paya, salua d'un signe de tête et sortit. Henri referma le tiroir. Il prit son registre, l'ouvrit à la page du jour et nota « 15 septembre 1910, Madame Giroux, Somniol, flacon 50 ml, 3 francs. » Puis, il referma le registre, rangea sa plume et retourna à ses préparations. Mais quelque chose, au fond de son esprit, le titillait. Ce nom, Somniol, il l'avait déjà vendu récemment. Il rouvrit le registre. Il feuilleta les pages en arrière. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Et là, il vit 22 août 1910, Madame Fabre, Somniol, flacon 50 mm, 3 francs. Henri fronça les sourcils. Louise Fabre, la veuve du Charron, il feuilleta encore. 11 juillet 1910, Madame Leclerc, Somniol, flacon 50 mm, 3 francs. Henri sentit un frisson parcourir sa nuque. 3 veuves, 3 flacons identiques, en l'espace de 2 mois. Il referma lentement le registre. Il ôta ses lunettes, les essuya avec un mouchoir, puis les remit. Il regarda par la vitrine de la pharmacie. La pluie tombait en fines gouttes obliques, les pavés brillaient, la place était déserte. Henri Dubois était un homme rationnel, un scientifique. Il ne croyait pas aux coïncidences, mais il ne croyait pas non plus aux conspirations. Et pourtant, 3 veuves, 3 somnifères, 3 morts identiques. Il prit une feuille de papier, trempa sa plume dans l'encrier et nota « Armand Blanc, mort en août 1904, veuve, Marguerite Blanc, aujourd'hui Giroux. Jules Fabre, mort en novembre 1906, veuve, Louise Fabre. Édouard Leclerc, mort en mars 1908, veuve, Hélène Leclerc. » Il posa sa plume. Il contempla les 3 noms alignés. Puis, à voix basse, il murmura « 3 veuves, 3 commandes identiques et 3 morts paisibles. » Il froissa la feuille, la jeta dans la corbeille. Puis il la récupéra et la glissa dans le tiroir de son bureau. Le soir, à la maison. Ce soir-là, Henri rentra chez lui plus tard que d'habitude. La pluie avait cessé, mais le ciel restait bas, chargé de nuages gris. Il poussa la porte de sa maison, située rue de la République, à 2 pas de la pharmacie. Élise l'attendait dans la cuisine. Une soupe fumait sur la cuisinière en fonte. L'odeur de pain frais flottait dans l'air. « Tu es en retard, dit-elle en souriant. Théo t'a attendu, mais il s'est endormi. » Henri ôta son manteau, le suspendit au porte-manteau. Il s'assit à table, les mains jointes, le regard vague. Élise posa un bol devant lui, puis s'assit en face. « Qu'est-ce qui ne va pas, Henri ?» Il leva les yeux vers elle. Élise le connaissait par cœur. Elle savait lire chaque ride de son front, chaque silence. « Tu te souviens des 3 hommes morts ces dernières années? Armand Blanc, Jules Fabre, Édouard Leclerc ?» Élise hocha la tête. « Bien sûr. Tout le village en a parlé. 3 morts subites. C'est triste. 3 morts subites.
et 3 veuves. Élise fronça les sourcils. « Où veux-tu en venir ?» Henri se pencha en avant, la voix basse. « Aujourd'hui, j'ai vendu un somnifère à Marguerite Giroux, la veuve d'Armand Blanc. En consultant mon registre, j'ai découvert que Louise Fabre et Hélène Leclerc ont acheté le même produit cet été. Le même, à quelques semaines d'intervalle. » Élise cligna des yeux. « Et alors ? Beaucoup de gens achètent des somnifères. Oui, mais pas les veuves de 3 hommes morts dans leur sommeil. » Le silence tomba comme une pierre au fond d'un puits. Élise déglutit. Elle posa sa cuillère. « Henri, tu ne penses quand même pas que... » « Je ne sais pas ce que je pense, coupa-t-il doucement, mais je sais ce que je vois, et ce que je vois, c'est troublant. » Élise secoua la tête. « Ce sont des veuves, Henri. Elles ont perdu leur mari. Elles dorment mal. C'est normal. » « Ah, peut-être. Peut-être. » Henri se leva, alla jusqu'à la fenêtre. Il regarda la rue déserte, éclairée par un unique réverbère. 3 veuves, Élise, 3 commandes identiques, et 3 morts. Comme si on les avait endormis pour toujours. Élise se leva à son tour, vint se placer derrière lui. Elle posa une main sur son épaule. « Ne te mêle pas de ça, Henri. S'il y a quelque chose, laisse la gendarmerie s'en occuper. » Henri ne répondit pas. Mais dans son esprit, une question tournait en boucle lancinante, obsédante, et si ce n'était pas une coïncidence. Un pharmacien vient de voir ce que personne n'a voulu voir. Mais voir, c'est dangereux, surtout quand ceux que vous observez vous observent aussi. À suivre dans le chapitre 3, le dîner du dimanche, Maison du Bois, dimanche 16 octobre 1910. Il existe des moments où l'on sait, au plus profond de soi, que l'on est en train de franchir une ligne invisible. Une ligne que l'on ne devrait jamais franchir, mais on la franchit quand même, parce que la curiosité est plus forte que la prudence, parce que le besoin de savoir est plus puissant que l'instinct de survie. Henri Dubois franchit cette ligne un dimanche d'octobre. Cela faisait 3 semaines qu'il avait remarqué le lien entre les 3 veuves et le somniol. 3 semaines qu'il ne dormait plus correctement. 3 semaines qu'il tournait et retournait cette question dans sa tête comme un caillou dans une chaussure. Et puis, une nuit, alors qu'Élise dormait à ses côtés, il prit une décision. Il allait les inviter, les 3 veuves, chez lui, à dîner, sous prétexte d'un projet caritatif. Une collecte pour les orphelins de la paroisse, quelque chose de respectable, d'innocent, quelque chose qui ne susciterait aucune méfiance. Il voulait les observer, les écouter, les voir ensemble. Parce qu'il avait une intuition terrible, et si elles se connaissaient, les invitations. Le lundi suivant, Henri rédigea 3 courriers manuscrits, identiques dans leur forme, mais adressés personnellement à chacune des 3 femmes. Madame, en tant que membre du conseil paroissial de Saint-Rémy, je souhaite organiser une réunion informelle afin de discuter d'un projet de collecte en faveur des orphelins de notre région. Votre présence serait un honneur. Je vous invite donc à dîner chez moi, ce dimanche 16 octobre, à 19 h. Avec mes respectueuses salutations, Henri Dubois, pharmacien. Il cacheta les 3 enveloppes. Il les confia au facteur, puis il attendit. 3 jours plus tard, les 3 réponses arrivèrent. 3 mots écrits à la plume, sur du papier crème, avec une calligraphie soignée. Marguerite Giroux. J'accepte avec plaisir. Louise Fabre. Je serai présente. Hélène Leclerc. Merci de votre invitation. À dimanche. Henri glissa les 3 lettres dans le tiroir de son bureau. Il referma le tiroir à clé. Élise, qui avait observé toute la scène depuis le seuil de la pièce, demanda doucement « Henri, tu es sûr de ce que tu fais ?» Il se retourna. Il sourit. Un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Non, mais je dois savoir. Le dîner. » Le dimanche 16 octobre, à 19 h précises, les cloches de l'église Saint-Martin sonnèrent l'Angélus. La maison du bois était prête. Élise avait dressé la table dans la salle à manger.
nappes blanches couverts en argent, verres en cristal. 6 bougies brûlaient dans un candélabre au centre de la table. Un ragoût de lapin mijotait dans la cuisine. Une tarte aux pommes refroidissait sur le rebord de la fenêtre. Henri, vêtu d'un costume sombre, se tenait debout près de la cheminée, les mains dans le dos. Il était pâle. Ses mains tremblaient légèrement. À 19h05, on frappa à la porte. Élise ouvrit. Marguerite Giroux entra la première. Elle portait une robe noire à col montant, ses cheveux bruns tirés en un chignon strict. Elle tenait un petit sac en velours noir. Ses yeux gris balayèrent rapidement la pièce avant de se poser sur Henri. « Bonsoir, monsieur Dubois. Merci de votre invitation. » Sa voix était douce, presque mélodieuse, mais quelque chose dans son regard était dur, métallique. « Bonsoir, madame. Je vous en prie, installez-vous au salon. » Marguerite s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre. Elle posa son sac sur ses genoux, les mains croisées dessus. Elle ne dit rien de plus. Elle attendit. À 19h10, on frappa à nouveau. Louise Fabre entra. Grande, élancée, vêtue d'une robe grise anthracite, un châle noir sur les épaules. Ses cheveux noirs étaient coiffés en tresses enroulées. Son visage était mince, anguleux. Ses lèvres fines formaient une ligne droite. « Bonsoir, monsieur Dubois. Bonsoir, madame Fabre. Je suis heureux que vous ayez pu venir. » Louise entra dans le salon. Elle vit Marguerite assise près de la fenêtre. Pendant une fraction de seconde, une fraction infinitésimale, leurs regards se croisèrent. Puis Louise détourna les yeux. Elle s'assit dans le canapé, à l'opposé de la pièce. Henri observa. Il nota ce regard, ce silence. Elle se connaissait. À 19h15, la troisième invitée arriva. Hélène Leclerc était la plus jeune des trois. 32 ans peut-être. Blonde, les cheveux ondulés tombant sur ses épaules. Elle portait une robe bleu nuit, presque noire dans la pénombre du soir. Ses yeux clairs étaient lumineux, presque transparents. « Bonsoir, monsieur Dubois. Quelle charmante maison vous avez. »« Merci, madame Leclerc. Venez, nous sommes au complet. » Hélène entra dans le salon. Elle vit les deux autres femmes. Elle sourit poliment. Elle s'assit dans le fauteuil restant, près de la cheminée. Henri ferma la porte du salon. Élise apporta un plateau avec des verres de vin rouge. Elle servit les trois invités, puis se retira discrètement dans la cuisine. Henri resta debout près de la cheminée. Il leva son verre. « Mesdames, merci d'avoir répondu à mon invitation. Avant de passer à table, je voudrais vous parler brièvement du projet qui me tient à cœur. Comme vous le savez, notre paroisse compte plusieurs orphelins dont les familles ont été décimées par la maladie ou les accidents. Je souhaiterais organiser une collecte de fonds pour... » Il continua à parler, mais il n'écoutait pas ses propres mots. Il observait. Les trois femmes étaient assises en triangle. Elles ne se regardaient jamais directement. Mais Henri voyait leurs yeux bouger, furtivement, comme des animaux qui se jaugent. Marguerite sirotait son vin à petites gorgées, le visage impassible. Louise tenait son verre sans boire, les lèvres serrées. Hélène, elle, souriait. Un sourire léger, presque amusé. Henri termina son discours. Il posa son verre. « Bien, passons à table, voulez-vous » La salle à manger était petite, intime. La table ronde forçait la proximité. Les 6 bougies projetaient des ombres dansantes sur les murs. Henri s'assit en bout de table. Élise à sa droite. Les 3 veuves formaient un arc en face de lui. Marguerite à gauche, Hélène au centre, Louise à droite. Élise servit le ragoût. L'odeur de laurier et de vin rouge emplit la pièce. Les couverts cliquetèrent doucement contre la porcelaine. Pendant quelques minutes, personne ne parla. On mangea en silence. Le seul son était celui des fourchettes et des couteaux. Puis Henri, d'une voix calme, presque distraite, demanda « Madame Giroux, depuis combien de temps vivez-vous à Saint-Rémy » Marguerite leva les yeux de son assiette. « J'y ai vécu pendant 7 ans, puis je suis partie après la mort de mon premier mari. »« Et vous êtes remariée depuis ?»« Oui. »« 2 ans maintenant. » Henri hocha la tête. Il se tourna vers Louise. « Et vous, madame Fabre ?» Louise posa sa fourchette. « Je suis née ici. J'ai toujours vécu à Saint-Rémy. Vous teniez un commerce, je crois ?»« Oui,
des tissus et des dentelles. Mais j'ai fermé après la mort de mon mari. Trop difficile de tout gérer seul. Henri acquiesça. Il regarda Hélène. « Madame Leclerc ?» Hélène sourit. « Je suis arrivée à Saint-Rémy en 1903. Mon mari tenait l'auberge. Après sa mort, j'ai vendu. Je vis maintenant près d'Avignon. » Henri but une gorgée de vin. Il posa son verre lentement. « C'est étrange, n'est-ce pas? Vous avez toutes les trois perdu vos maris, dans des circonstances similaires. » Le silence tomba comme une masse. Marguerite ne bougea pas. Louise serra sa fourchette plus fort. Hélène continua de sourire, mais quelque chose changea dans ses yeux. Élise, assise à côté d'Henri, posa une main sur son bras. Un geste d'avertissement. Mais Henri ne s'arrêta pas. 3 hommes, morts dans leur sommeil, sans maladie apparente, sans signe avant-coureur. Il marqua une pause. Il les regarda l'une après l'autre. Et tous les 3 avaient pris un somnifère la veille. Le silence devint insupportable. Marguerite posa doucement sa fourchette. Elle leva les yeux vers Henri. Son visage était de marbre. « Monsieur Dubois, que suggérez-vous exactement ?» Henri sentit son cœur battre plus fort. Il avait franchi la ligne. Il ne pouvait plus reculer. « Je ne suggère rien, madame. J'observe, et ce que j'observe, c'est troublant. » Louise se leva brusquement. Sa chaise racla le sol. « Je crois que je vais partir. »« Moi aussi, » dit Hélène en se levant à son tour. Marguerite resta assise. Elle regarda Henri droit dans les yeux, un regard froid, vide. « Vous êtes un homme curieux, monsieur Dubois. La curiosité, c'est parfois une qualité, mais parfois, c'est un défaut. » Elle se leva lentement. Elle prit son sac. Elle se dirigea vers la porte. Louise et Hélène la suivirent. Henri se leva, le cœur battant. « Mesdames, Mais Marguerite se retourna une dernière fois. Son visage était toujours impassible, mais ses yeux brillaient d'une lueur étrange. « Vous devriez faire attention, monsieur Dubois. Les hommes qui posent trop de questions ne dorment plus très bien. » Elle sortit. Les 2 autres la suivirent. La porte se referma. Henri resta debout, pâle, tremblant. Élise se leva, courut vers la porte, tourna la clé dans la serrure. « Henri, qu'est-ce que tu as fait ?» Henri se laissa tomber dans sa chaise. Il se prit la tête entre les mains. « Je ne sais pas. Je ne sais pas. » Mais au fond de lui, il savait. Il venait de se mettre en danger. Cette nuit-là, Henri Dubois ne dormit pas. Il resta assis dans son bureau, une lampe à pétrole allumée, le registre de la pharmacie ouvert devant lui. Il relut les dates, les noms, les produits. Somniol, Somniol, Somniol. Un sédatif allemand. Puissant. Très puissant. À forte dose, mortel. Henri ferma les yeux. Il revit le regard de Marguerite. Ce regard froid, vide, presque reptilien. Les hommes qui posent trop de questions ne dorment plus très bien. Il frissonna. Il ouvrit un tiroir, en sortit une feuille de papier. Il trempa sa plume dans l'encrier, et il commença à écrire. « Si quelque chose m'arrive, si je meurs dans mon sommeil, que l'on examine mon corps, que l'on cherche des traces de somniol dans mon sang, et que l'on interroge 3 femmes, Marguerite Giroux, Louise Fabre, Hélène Leclerc. » Il plia la lettre, il la glissa dans une enveloppe, il écrivit sur l'enveloppe « À ouvrir en cas de mort subite ». Puis, il la cacha au fond d'un tiroir, sous une pile de documents, et il attendit. Henri Dubois vient de commettre l'erreur de sa vie. Il a ouvert une porte qui aurait dû rester fermée. Maintenant, quelqu'un va frapper à sa porte, et cette fois, il n'aura pas le temps de la fermer. À suivre dans le chapitre 4, la maison fermée. Saint-Rémy de Provence, lundi 24 octobre 1910. Les jours qui suivirent le dîner furent étranges. Pas de manière spectaculaire, non. Étranges dans le silence, dans l'absence, dans ce poids invisible qui s'était posé sur le village comme une brume d'automne. Henri Dubois ouvrit sa pharmacie le lundi matin, comme d'habitude. Il accueillit ses clients, prépara ses remèdes, répondit aux questions. Mais quelque chose avait changé. Les gens le regardaient différemment, ou peut-être était-ce lui qui les regardait différemment. Le mardi, un homme entra dans la pharmacie, Gaston Ferrier, le patron du café Le Mistral.
Il posa ses coudes sur le comptoir et dit à mi-voix, « Dubois, on dit que t'as invité les 3 veuves à dîner dimanche dernier. » Henri leva les yeux de son mortier. « C'est exact, un projet caritatif. » Gaston le fixa un long moment. Puis il secoua la tête. « T'es un brave homme, Dubois, mais t'es aussi un con. »« Pardon ?» Gaston se pencha plus près. « Ces 3 femmes, elles sont pas comme les autres. Elles ont un truc qui va pas. Et maintenant, elles savent que tu les surveilles. » Henri sentit un frisson parcourir son échine. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Gaston se redressa. Il jeta un coup d'œil vers la porte, puis revint à Henri. « Je veux dire que si j'étais toi, je ferais gaffe à ce que je bois et à ce que je mange. Et surtout, je dormirais avec un œil ouvert. » Il sortit sans rien ajouter. Henri resta seul, debout derrière son comptoir, le cœur battant. Mercredi soir. Le mercredi soir, Henri rentra chez lui plus tôt que d'habitude. Élise l'attendait dans la cuisine, le visage pâle. « Henri, quelqu'un a essayé d'ouvrir la porte de derrière cet après-midi. » Henri se figea. « Quoi ? J'étais dans le salon avec Théo. J'ai entendu la poignée bouger. Plusieurs fois. Puis des pas dans la cour. Puis plus rien. » Henri se précipita vers la porte de derrière. Il l'inspecta. La serrure était intacte, aucune trace d'effraction. Mais dans la terre humide, juste devant le seuil, il vit des empreintes de pas, des empreintes fines, des empreintes de femmes. Il referma la porte. Il poussa le verrou. Il revint dans la cuisine. « Élise, écoute-moi bien. À partir de maintenant, tu ne laisses entrer personne, personne. Tu gardes toutes les portes fermées à clé. Et si quelqu'un insiste, tu cries. Tu appelles les voisins. » Élise le regarda, les yeux brillants de larmes contenues. « Henri, qu'est-ce qui se passe ?» Henri ne répondit pas. Il monta à l'étage, dans leur chambre. Il ouvrit l'armoire. Il en sortit un vieux revolver qui avait appartenu à son père. Il vérifia le barillet, 2 balles. Il glissa l'arme sous son oreiller. Jeudi matin. Le jeudi matin, Henri se réveilla épuisé. Il n'avait presque pas dormi. Chaque craquement de la maison le faisait sursauter. Chaque souffle du vent contre les volets le mettait en alerte. Il descendit à la cuisine. Élise préparait le petit déjeuner. Théo jouait avec ses soldats de plomb sur le tapis. Henri s'assit. Élise posa une tasse de café devant lui. Il la regarda. Elle sourit faiblement. « Bois, Henri. Tu as besoin de force. » Henri prit la tasse. Il la porta à ses lèvres. Puis il s'arrêta. Il regarda le café, noir, fumant, innocent en apparence. Mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il reposa la tasse. « Je n'ai pas soif. » Élise fronça les sourcils. « Henri, tu ne vas quand même pas... » « Je ne sais plus, Élise. Je ne sais plus en qui avoir confiance. » Le silence tomba. Théo leva les yeux de ses jouets. Il regarda son père, puis sa mère. « Papa, pourquoi tu pleures ?» Henri porta une main à son visage. Il était mouillé. Il ne s'était même pas rendu compte qu'il pleurait. Le vendredi matin, à 9 heures, la pharmacie Dubois resta fermée. Les habitants du village, surpris, s'arrêtèrent devant la vitrine. Certains frappèrent à la porte. Personne ne répondit. À midi, Gaston Ferrier se rendit chez les Dubois. Il frappa à la porte d'entrée. Pas de réponse. Il contourna la maison, essaya la porte de derrière. Fermée. Il appela. « Dubois, Élise, y a quelqu'un ?» Silence. Gaston fronça les sourcils. Il regarda par la fenêtre de la cuisine. Il vit la table, les tasses encore posées, le pain sur la planche, mais aucun signe de vie. Il retourna au café. Il en parla aux habitués. L'un d'eux, un marchand de vin nommé Albert Reynaud, dit « Faut aller chercher la gendarmerie. » Samedi, la gendarmerie intervient. Le samedi matin, 2 gendarmes de la brigade d'Avignon arrivèrent à Saint-Rémy. Ils étaient menés par le brigadier Jules Marchand, un homme au visage carré et à la moustache épaisse. Ils se rendirent directement chez les Dubois. Ils frappèrent. Aucune réponse. « On enfonce, » dit Marchand. Ils donnèrent un coup d'épaule dans la porte. Le bois craqua, la serrure céda. Ils entrèrent. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Les gendarmes avancèrent lentement, la main sur leur revolver. Ils passèrent par le salon. Rien. La cuisine. Rien. Ils montèrent à l'étage.
Ils poussèrent la porte de la chambre conjugale. Le lit était fait, impeccable. Personne. Ils passèrent dans la chambre de l'enfant. Vide aussi. Marchand redescendit. Il inspecta le rez-de-chaussée plus attentivement. Il remarqua quelque chose sur la table de la cuisine. 3 tasses de thé à moitié pleines, disposées en triangle parfait. Il se pencha, il renifla. Une odeur douce, presque sucrée, avec une note amère, amande brûlée. Il se redressa brusquement, cherchait partout, les placards, la cave, le grenier, partout. Les gendarmes fouillèrent la maison de fond en comble. Aucune trace d'Henri, d'Élise ou de Théo Dubois. Pas de sang, pas de lutte, pas de désordre. Juste le vide. Et ces 3 tasses de thé. Marchand sortit dans la cour. Il inspecta le sol. Il vit des traces de roues, des traces fraîches. Une charrette peut-être, ou une voiture. Les traces menaient vers le nord, vers les Alpilles, vers les collines désertes où personne ne vivait. Marchand serra les dents. On suit les traces. Les gendarmes suivirent les traces pendant des heures. Elles serpentaient à travers les chemins rocailleux, entre les pins et les chênes verts. Puis à un moment, elles disparurent, effacées par le vent peut-être, ou par quelqu'un. Marchand s'arrêta au milieu d'un plateau désert. Il regarda autour de lui, des pierres blanches, des buissons de thym, le ciel immense, rien d'autre. Il hurla. « Dubois, Élise, Théo !» Sa voix se perdit dans le vent. Aucune réponse. Les gendarmes rebroussèrent chemin. Dans les semaines qui suivirent, l'enquête piétina. Les gendarmes interrogèrent tous les habitants de Saint-Rémy. Personne n'avait rien vu. Personne n'avait rien entendu. Ils interrogèrent les 3 veuves. Marguerite Giroux déclara qu'elle n'avait pas vu Henri Dubois depuis le dîner du dimanche. Elle ajouta, d'une voix calme, « Monsieur Dubois était un homme étrange. Il posait des questions dérangeantes. Peut-être s'est-il mis dans une situation difficile. » Louise Fabre dit simplement « Je ne sais rien. Je suis restée chez moi toute la semaine. » Hélène Leclerc, elle, sourit et dit « Pauvre monsieur Dubois, j'espère qu'on le retrouvera, lui et sa famille. » Les gendarmes n'avaient aucune preuve, aucun témoin, aucun corps. Le dossier fut classé. Disparition inexpliquée, famille Dubois, Saint-Rémy de Provence, octobre 1910. Une famille entière a disparu, sans trace, sans bruit, comme si elle n'avait jamais existé. Mais quelque part, dans les archives, une lettre attend, une lettre que personne n'a encore lue. À suivre dans le chapitre 5, les 3 portraits. Arles, marché aux puces, dimanche 3 avril 1912. 18 mois s'étaient écoulés depuis la disparition de la famille Dubois. 18 mois pendant lesquels Saint-Rémy de Provence avait tenté d'oublier. La pharmacie était restée fermée pendant des semaines, ses volets clos comme des paupières mortes. Puis, en janvier 1911, un neveu d'Henri Dubois, un jeune homme de Lyon, était venu liquider l'officine. Il avait vendu le stock, les meubles, les bocaux. Il avait fermé définitivement la boutique. La maison des Dubois, elle, était restée vide. Personne ne voulait y habiter. On racontait que les 3 tasses de thé étaient toujours sur la table, que personne n'avait osé les toucher. Les 3 veuves, elles, avaient disparu. Marguerite Giroux était partie vivre à Marseille, disait-on. Louise Fabre s'était installée à Nîmes. Hélène Leclerc avait quitté la région. Personne ne les avait revus. Le village avait repris son rythme. Les marchés du mercredi, les messes du dimanche, les récoltes d'olives, la vie continuait, comme toujours, imperturbable, indifférente. Mais les rumeurs, elles, ne mouraient jamais vraiment. Et c'est à Arles, à 30 kilomètres de Saint-Rémy, qu'elles ressurgirent d'une manière inattendue. Le peintre ambulant. Ce dimanche-là, le marché aux puces d'Arles grouillait de monde. Des marchands venus de toute la Provence avaient installé leurs étals le long des quais du Rhône. On vendait de tout, des meubles anciens, des livres jaunis, des outils rouillés, des vêtements usés, des tableaux. C'est dans l'un de ces étals, tenu par un peintre ambulant, que Gabriel Rousset, un notaire d'Arles amateur d'art, s'arrêta. Le peintre était un homme âgé, maigre, au visage tanné par le soleil. Il portait un chapeau de paille, troué, et une veste élimée. Ses mains étaient tachées de peinture séchée.
Il avait disposé une dizaine de toiles contre le mur de pierre, des paysages provençaux, des scènes de marché, des portraits de paysans. Mais 3 tableaux, posés à l'écart, attirèrent l'attention de Rousset. 3 portraits de femmes. 3 femmes vêtues de noir. 3 visages pâles, aux traits fins, aux yeux froids. Rousset s'approcha. Il se pencha. Il regarda attentivement. Sous chaque portrait, une date était inscrite à la peinture rouge, comme une signature. 1904, 1906, 1908. Rousset fronça les sourcils. Il se tourna vers le peintre. Ces 3 portraits, d'où viennent-ils? Le vieux peintre leva les yeux. Il haussa les épaules. Je les ai achetés à un brocanteur de Saint-Rémy, il y a quelques mois. Il les avait trouvés dans une maison abandonnée. Quelle maison? Je sais pas. Il m'a pas dit. Rousset regarda à nouveau les 3 visages. Quelque chose dans ces portraits le troublait profondément. Ce n'était pas la technique, elle était correcte, sans plus. Ce n'était pas la composition, classique, presque banale. Non, c'étaient les yeux. Les 3 femmes avaient exactement le même regard, froid, vide, reptilien, comme si elles voyaient à travers le spectateur, comme si elles savaient quelque chose que personne d'autre ne savait. Rousset recula d'un pas. Combien pour les 3? Le peintre réfléchit. 15 francs. Les 3. Rousset sortit son portefeuille. Il paya. Il prit les 3 toiles sous son bras et s'éloigna rapidement, le cœur battant. Il ne savait pas pourquoi il les avait achetés. Il ne savait pas pourquoi ces portraits le mettaient si mal à l'aise. Mais il savait une chose, il devait les montrer à quelqu'un. Archives de la gendarmerie d'Avignon, mercredi 10 avril 1912. Gabriel Rousset connaissait bien le brigadier Jules Marchand. Ils avaient été camarades de lycée autrefois, avant que Marchand ne s'engage dans la gendarmerie. Ce mercredi-là, Rousset se rendit aux archives de la gendarmerie d'Avignon. Il demanda à voir Marchand. On le fit patienter dans une petite salle austère, aux murs nus, où une seule fenêtre laissait filtrer une lumière grise. Marchand entra, la mine sombre. Il avait vieilli. Des rides profondes creusaient son front. Ses cheveux grisonnaient aux tempes. « Gabriel, dit-il en serrant la main de Rousset, qu'est-ce qui t'amène » Rousset posa les 3 toiles sur la table. « Ça » Marchand s'approcha. Il regarda les portraits. Son visage se figea. « Où t'as trouvé ça ?»« Au marché d'Arles. Un peintre ambulant. Il dit qu'il les a achetés à un brocanteur de Saint-Rémy. » Marchand s'assit lentement. Il regarda les 3 visages, l'un après l'autre. Puis il regarda les dates. 1904, 1906, 1908. Il se leva brusquement. Il sortit de la pièce. Il revint quelques minutes plus tard avec un dossier épais, poussiéreux. Il l'ouvrit. Affaire Blanc, 1904. Armand Blanc, mort dans son sommeil. Veuve. Marguerite Blanc. Il tourna plusieurs pages. Affaire Fabre, 1906. Jules Fabre, mort dans son sommeil. Veuve Louise Fabre. Encore quelques pages. Affaire Leclerc, 1908. Édouard Leclerc, mort dans son sommeil. Veuve Hélène Leclerc. Il leva les yeux vers Rousset. Ces 3 femmes, elles ont été interrogées lors de la disparition du pharmacien Dubois, octobre 1910. Rousset sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. « Tu penses que... » Marchand regarda à nouveau les portraits. Il passa un doigt sur les dates peintes en rouge. Ces portraits ont été peints avant les morts, comme si quelqu'un savait. Rousset déglutit. « Mais c'est impossible. » Marchand ne répondit pas. Il continua de feuilleter le dossier. Puis il s'arrêta sur une page. Une lettre manuscrite retrouvée dans le bureau d'Henri Dubois lors de la fouille de sa maison. La lettre que personne n'avait vraiment lue. La lettre classée comme « divagation d'un homme épuisé ». Marchand la sortit du dossier. Il la lut à voix haute. « Si quelque chose m'arrive, si je meurs dans mon sommeil, que l'on examine mon corps, que l'on cherche des traces de somniol dans mon sang, et que l'on interroge 3 femmes, Marguerite Giroux, Louise Fabre, Hélène Leclerc. » Le silence tomba comme une chape de plomb. Marchand posa la lettre sur la table. Il regarda Rousset. Henri Dubois savait. Il avait compris. Compris quoi? Marchand se frotta le visage avec les 2 mains. Il soupira longuement. Que ces 3 femmes n'étaient peut-être pas 3 femmes différentes.
Rousset cligna des yeux. « Quoi ?» Marchand se leva. Il alla jusqu'à la fenêtre. Il regarda dehors, les mains dans le dos. « Pense, Gabriel, pense bien. 3 veuves, 3 morts identiques. 3 somnifères achetés au même endroit et 3 portraits, datés exactement des années où les maris sont morts. Mais c'est impossible. Comment une seule femme pourrait changer de nom, changer de ville, changer d'identité, se marier, tuer, repartir, recommencer? Rousset secoua la tête. Non, c'est de la folie. Marchand se retourna. Tu as regardé les 3 visages, Gabriel? Vraiment regardé? Rousset regarda à nouveau les portraits. Les 3 femmes avaient des traits différents, des coiffures différentes, des âges apparemment différents, mais les yeux étaient identiques, absolument identiques. Rousset sentit ses jambes se dérober. Il s'assit. Mon Dieu! Marchand hocha lentement la tête. Henri Dubois l'avait compris, c'est pour ça qu'il les a invitées toutes les 3, pour voir si elles se reconnaissaient, pour voir comment elles réagiraient. Et elles l'ont tué. Oui, lui, sa femme et son fils. Le silence s'étira, lourd, insupportable. Puis Rousset demanda d'une voix tremblante « Qu'est-ce qu'on fait ?» Marchand referma le dossier. Il le glissa sous son bras. On fait ce qu'on aurait dû faire il y a 2 ans. On rouvre l'enquête. On recherche ces 3 femmes. On les retrouve. Et si elles sont parties loin? Marchand regarda les 3 portraits une dernière fois. Puis il dit, d'une voix sourde, « Alors, on espère qu'elles n'ont pas encore trouvé leur prochain mari. » 12 ans plus tard, le brigadier Jules Marchand avait pris sa retraite. Il vivait désormais dans une petite maison près de Tarascon, avec sa femme et ses 3 chiens. Il cultivait des tomates et des courgettes. Il pêchait dans le Rhône. Il essayait d'oublier. Mais certains dossiers ne se referment jamais vraiment. Un matin de juin 1924, il reçut une lettre officielle, avec le tampon de la gendarmerie de Marseille. Il l'ouvrit, il lut, et son sang se glaça. « Monsieur Marchand, nous avons retrouvé votre ancien dossier concernant l'affaire des 3 veuves de Saint-Rémy, 1904-1910. Nous vous informons qu'une affaire similaire vient de se produire à Marseille. 3 hommes sont morts dans leur sommeil entre 1920 et 1923. 3 veuves, même circonstances. Nous avons retrouvé, dans une brocante du panier, un portrait daté de 1920. Le visage correspond à l'un des portraits que vous avez archivés en 1912. Nous pensons qu'elle est toujours active. Cordialement, capitaine Émile Blanc, gendarmerie de Marseille. » Marchand laissa tomber la lettre. Il se leva. Il alla jusqu'à son bureau. Il ouvrit un tiroir fermé à clé. Il en sortit une vieille photographie. Les 3 portraits, côte à côte. Il les regarda longuement. Puis il murmura pour lui-même « Combien d'autres hommes as-tu tués, maudite ?» Mais personne ne répondit. Dehors, le mistral soufflait. Les cigales chantaient. Et quelque part, dans une ville inconnue, une femme vêtue de noir entrait dans une pharmacie et demandait d'une voix douce « Je voudrais un somnifère, s'il vous plaît. Mon mari dort mal. Note finale. Style archive. Dossier numéro 87B 1910. Classification non résolu objet. Disparition famille. Dubois. Décès suspect multiple. Statut. Dossier rouvert en 1924. Refermé en 1927. Faute de preuves. Note manuscrite, 1927. Les portraits ont été brûlés sur ordre du préfet. Les témoignages sont contradictoires. Aucune preuve matérielle n'a été retrouvée. Les 3 femmes n'ont jamais été localisées. Peut-être n'étaient-elles pas 3, peut-être n'y en eut qu'une, sous 3 noms différents, ou peut-être n'y en avait-il aucune. Peut-être que Saint-Rémy de Provence a inventé un fantôme pour expliquer l'inexplicable. Mais une chose est certaine, entre 1904 et 1923, au moins 9 hommes sont morts dans leur sommeil, dans un rayon de 50 km autour de Saint-Rémy. Et chaque fois, une veuve vêtue de noir est apparue. Puis a disparu. Qui était-elle? D'où venait-elle? Où est-elle maintenant? Nous ne le saurons jamais. Brigadier chef Jules Marchand, Archives d'Avignon,
1927. Voilà. L'histoire s'arrête ici. Pas de révélation finale, pas de dénouement, pas de justice. Juste un dossier poussiéreux, perdu dans les archives d'une gendarmerie oubliée, juste des portraits brûlés dont personne ne se souvient, juste des noms gravés sur des tombes que plus personne ne visite. Armand Blanc, Jules Fabre, Édouard Leclerc, Henri Dubois, et peut-être 6 autres, peut-être 12, peut-être 100. Parce que si elle existait vraiment, cette femme aux 1000 visages, cette veuve éternelle, elle n'a probablement jamais arrêté. Elle a juste changé de région, de nom, de vie. Et quelque part, aujourd'hui, en 2025, peut-être qu'une femme vêtue de noir entre dans une pharmacie. Peut-être qu'elle sourit poliment. Peut-être qu'elle demande, d'une voix douce, « Je voudrais quelque chose pour dormir. Mon mari est si fatigué ces derniers temps. » Et le pharmacien, sans se douter de rien, lui tend un flacon qui scelle le destin d'un homme. Encore un. Femme.